Amis, prenez place et installez-vous confortablement. Chapitre 1er. Des fœtus aux garçons et aux hommes. L'impact de la testostérone sur le développement des hommes tout au long de leur vie. Introduction. Dans une recherche sur l'impact psychologique de la testostérone chez les femmes, l'auteur présumait que les femmes ayant un taux de testostérone plus élevé seraient plus agressives. Après tout, la littérature regorge d'études démontrant que les rongeurs deviennent plus agressifs lorsqu'on leur administre de la testostérone. Cependant, après avoir mesuré les niveaux naturels de testostérone chez environ 140 femmes, l'auteur a constaté que la testostérone n'entraînait pas directement une augmentation des types d'agressivité, comme l'agressivité verbale, l'agressivité physique, etc., ou de colère déclarée par les femmes. La seule constatation de ce type était que les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, une affection dans laquelle on observe souvent une hausse de la testostérone, présentaient des niveaux de colère retenus significativement plus élevés que les témoins. Il y avait peu de preuves d'une relation linéaire entre la testostérone et l'agression ou la colère, et la conclusion de l'auteur était que lorsque la testostérone provoque des symptômes désagréablement masculinisants chez les femmes, par exemple la croissance des poils du visage, les symptômes désagréables provoquent une retenue de la colère, ainsi que l'anxiété et la dépression. Mais la testostérone n'a pas d'impact direct sur la colère ou d'autres expressions de détresse. La morale de cette histoire est que les conclusions des études sur les animaux ne sont pas toujours applicables aux humains. La testostérone a un impact sur la psychologie par voies diverses. La question du lien de causalité entre la testostérone et l'humeur est importante et illustrée de diverses manières par les recherches de l'auteur ultérieures sur le SOPK. Il convient de clarifier les différentes voies par lesquelles les effets de la testostérone peuvent se reproduire avant de discuter de l'impact de la testostérone chez l'homme. Les effets directs se produisent lorsque la testostérone agit directement sur les récepteurs. Les effets indirects se produisent lorsque l'impact de la testostérone est médié par une autre voie variable. Les effets activateurs de la testostérone sont éphémères et sont causés par la présence de testostérone dans le sang. Les effets organisationnels de la testostérone se produisent avant la naissance et provoquent des changements permanents. Lorsque le commun des mortels pense à l'impact de la testostérone sur l'agressivité, il pense généralement à un effet direct et activateur plutôt qu'à un effet indirect, bien qu'il puisse soupçonner l'existence d'effets organisationnels de cette molécule. La première partie de ce chapitre traite principalement des effets de la testostérone sur le développement prénatal, des effets organisationnels, et la seconde partie traite principalement des effets activateurs de cette molécule. Le prochain chapitre, la famille et la testostérone. Une mise en garde importante ici. Lorsque nous utilisons le terme testostérone dans ce chapitre, nous faisons en réalité référence à l'impact de la famille des substances semblables à la testostérone appelées androgènes. Les androgènes varient en puissance. Par exemple, la dihydrotestostérone est 10 fois plus puissante que la testostérone. Et en action spécifique, un effet clé de la dihydrotestostérone est d'augmenter la croissance des poils, alors qu'un effet clé de la testostérone est d'augmenter la masse musculaire. Souvent, nous ne pouvons pas dire avec certitude si un effet est le résultat de la testostérone, d'un autre androgène ou d'une combinaison d'androgènes. La testostérone est souvent présentée comme un marqueur général de l'activité androgénique, alors que la réalité biologique est plus complexe. Les androgènes proviennent principalement des testicules, mais aussi d'autres organes. Par exemple, la déhydroépiandrostérone est principalement produite par les glandes surrénales. Certains androgènes sont transformés en testostérone, par exemple l'androstendione, et, de manière contre-intuitive, la testostérone est transformée en œstrogène. Ou
plus précisément en œstrogène principal appelé œstradiol ou E2. Prochain chapitre. Testostérone et santé chez les hommes et les femmes. La testostérone est considérée comme l'hormone masculine parce que les hommes en ont 10 fois plus que les femmes et parce que les androgènes favorisent les caractéristiques que nous considérons comme masculines. Par exemple, la masse musculaire, le développement du pénis et des testicules et la croissance des poils. En effet, il est facile de voir comment les effets physiologiques de la testostérone peuvent influer sur certains aspects de la masculinité. Une plus grande masse musculaire, une plus grande force et une plus grande énergie rendraient les hommes plus susceptibles d'avoir les rôles de combattants et de gagnants. Les œstrogènes sont considérés comme l'hormone féminine parce que les femmes en ont 10 fois plus que les hommes et que les œstrogènes favorisent des caractéristiques typiquement féminines, développement des seins et certains aspects de la fertilité féminine. Comme le concept de l'anima et de l'animus de Jung, tous les hommes et les femmes en bonne santé ont un équilibre de testostérone et d'œstrogène. Un déséquilibre du rapport testostérone-œstrogène a des conséquences importantes sur la santé physique et psychologique. Bien que l'organisme humain s'efforce toujours d'atteindre l'homéostasie, certaines conditions telles que la maladie ou l'abus de substances peuvent rendre cet objectif difficile à atteindre. Par exemple, les femmes qui présentent un excès de testostérone, caractéristique du SOPK, c'est-à-dire les ovaires kystés, développent des symptômes tels que la subfertilité, la prise de poids, le diabète de type 2 et la dépression. Les hommes, dont le taux de testostérone est réduit en raison d'une thérapie de privation d'androgènes pour le cancer de la prostate, peuvent présenter des symptômes tels que des troubles de l'érection, un rétrécissement des organes génitaux, une perte de libido, des bouffées de chaleur, de l'ostéoporose, une perte de la masse musculaire, une hypertrophie mammaire, de l'anémie, de la fatigue, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des sautes d'humeur et de la dépression et des troubles cognitifs. L'importance d'un rapport équilibré entre la testostérone et les œstrogènes chez les hommes et les femmes ressemble beaucoup à l'équilibre du yin et du yang décrit dans le taoïsme. S'agit-il d'une différence de sexe ou d'une différence de genre ? Nous remarquons parfois des caractéristiques qui font que l'homme moyen est différent de la femme moyenne. Si nous pensons que la différence est un produit de la nature testostérone prénatale, nous avons tendance à l'appeler une différence de sexe. Et si nous pensons qu'elle est un produit de la culture, mode dans la longueur des cheveux, par exemple, nous l'appelons une différence de généalogie ou différence de genre. Étant donné que de nombreuses différences sexuelles dans le comportement humain sont le produit à la fois de la nature et de l'acquis. La distinction entre les différences sexuelles et les différences de genre est souvent discutable. Dans ce chapitre, nous utiliserons donc ces termes de manière interchangeable, comme le font des auteurs tels que Maccobie et Hines. Ayant suggéré que le genre est un produit à la fois de la nature et de l'éducation, nous allons présenter dans la première moitié de ce chapitre une liste de certaines des différences entre les sexes qui sont susceptibles d'être principalement le produit de la nature. Les technologies modernes ont permis d'explorer les différences subtiles entre les cerveaux des hommes et des femmes. Par exemple, les études d'imagerie montrent de nombreuses différences entre les sexes dans la structure et le fonctionnement du cerveau. L'amygdale est plus grande chez les hommes et montre une différence de sexe dans la réponse aux stimuli sexuels. Les femmes présentent une plus grande connectivité interhémisphérique que les hommes. Les femmes ont un gyrus temporal supérieur et un cortex préfrontal dorsolatéral plus grand et un cortex frontomédial et des lobules pariétaux inférieurs plus petits que chez les hommes. 3 modèles de l'impact de la testostérone. Revenons aux différentes voies par lesquelles la testostérone peut avoir un impact sur la psychologie.
Le modèle du gradient suggère que la quantité de testostérone administrée influencera l'ampleur de l'effet de la testostérone et suggère qu'il existe des différences individuelles dans la sensibilité aux effets de la testostérone. De même, la simple absence de testostérone n'entraîne pas nécessairement une féminisation, et il est prouvé que les œstrogènes, hormones ovariennes, favorisent un comportement sexuel de type féminin chez les rats. Mais les choses sont encore plus compliquées. Par exemple, pour le développement de certains cerveaux et comportements de type masculin chez les rongeurs, la testostérone est convertie en œstrogène avant d'agir par l'intermédiaire des récepteurs d'œstrogène. En outre, ces processus diffèrent d'une espèce à l'autre. Les rats diffèrent à certains égards des singes. Malgré cette complexité, nous devons résister à la tentation d'abandonner les théories fondées sur des preuves au profit de notions holistiques non testables du développement de genre qui soulignent l'importance de multiples formes d'explication. Dans les sections suivantes, sur le développement prénatal, nous supposons que l'impact de la testostérone est organisationnel. Notez que les exemples concernent des phénomènes naturels plutôt que des phénomènes dus à des causes exogènes, à des médicaments comme le DES ou à des œstrogènes environnementaux. Les facteurs exogènes peuvent toutefois être importants, par exemple, les perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement sont associés aux troubles du spectre autistique TSA et aux troubles déficitaires de l'attention avec l'hyperactivité, et ces deux pathologies sont généralement plus représentées chez les garçons. Le prochain chapitre, perception de la testostérone circulante et de l'agressivité. Lorsque l'on considère les effets activateurs de la testostérone circulant dans le sang, une idée fausse très répandue entoure sa fonction. Comme quoi la testostérone provoquerait l'agressivité chez l'homme. Cette idée fausse a contribué à la perception populaire selon laquelle les hommes sont plus agressifs que les femmes car la testostérone est l'hormone mâle. Cette conclusion est fondée sur un sophisme dérivé d'informations trop simplifiées et incomplètes. Tout d'abord, elle ne tient pas compte des effets organisationnels de la testostérone qui dictent en grande partie l'effet de la testostérone circulante, quantité et efficacité des récepteurs de testostérone. En outre, les données concernant les niveaux de testostérone circulante semblent suggérer une relation avec les comportements de domination sociale spécifiques à l'espèce des cultures et culturellement sensibles. La testostérone peut conduire à l'agression chez l'homme, mais les preuves ne sont pas cohérentes. Les humains ne sont pas tenus d'adopter une gamme étroite de comportements pour dominer, comme c'est le cas chez certaines espèces moins complexes. Les êtres humains peuvent faire preuve de domination dans un certain nombre de spécialités données, allant des résultats scolaires à la créativité, en passant par les domaines physiques et même la coopération et l'altruisme. Les sections suivantes abordent certaines des recherches qui ont contribué à l'idée fausse selon laquelle la testostérone provoque l'agressivité et remettent en cause cette idée en encourageant l'intégration d'une perspective évolutionniste pour donner une vision holistique de la fonction de la testostérone chez l'homme. Une perspective intégrée, c'est intégrer l'approche ultime évolutionniste. Archer, en 2006, suggère que l'intégration d'une perspective ultime évolutionniste facilite la compréhension du rôle et de la fonction de la testostérone en fournissant un contexte approprié. En considérant l'environnement dans lequel les humains ont évolué et auquel ils sont donc adaptés, cela peut fournir un contexte approprié pour générer et tester des hypothèses sur la fonction de la testostérone chez l'homme, et de comprendre ensuite comment cela peut se présenter différemment chez les humains contemporains à travers les cultures. Il suggère que l'hypothèse du défi fournit un cadre beaucoup plus informatif pour comprendre le rôle de la testostérone dans le comportement humain. L'hypothèse du défi suggère que la testostérone varie dans le sexe qui est le moins obligé de développer une progéniture, généralement le mâle, dans de nombreuses espèces différentes, d'une manière qui régule les comportements d'accouplement et de reproduction.
Chez les espèces moins complexes, comme le hamster syrien, la testostérone est plus susceptible d'augmenter les comportements agressifs pour les ressources. Le statut et les partenaires, parce qu'ils sont incapables d'obtenir la dominance par d'autres moyens. Les humains sont beaucoup plus complexes et sont capables d'assurer leur domination de nombreuses façons. Par exemple en se livrant à des manifestations culturelles. Et, par conséquent, alors que certaines espèces peuvent présenter une gamme très étroite de comportements soutenus par la testostérone, les preuves suggèrent que ces comportements sont beaucoup plus variés et diversifiés chez les humains. Par exemple, Dabbs et Hall ont montré que, par rapport aux personnes ayant un taux de testostérone relativement faible, les personnes ayant un taux de testostérone relativement élevé avaient plus d'énergie agitée. Elles présentaient des niveaux d'excitation plus élevés, une envie de socialiser avec des amis, elles étaient plus proactives dans leur approche de la résolution des problèmes, voulant faire les choses tout de suite. Et ils avaient une intensité distincte dans leur approche de toute activité dans laquelle ils étaient engagés, quelle que soit la nature de cette activité. Dabbs et Hall ont également suggéré que les personnes ayant un taux de testostérone élevé avaient le sentiment que leur énergie était limitée par des environnements externes, ce qui était source de frustration. Ainsi, l'environnement et le contexte, sous-entendu les normes sociales et culturelles, sont importants pour déterminer à quoi ressemblent les comportements de domination et comment ils sont exprimés d'une culture à l'autre. De nombreuses preuves soutiennent l'hypothèse du défi chez l'homme, suggérant que les niveaux de testostérone ont pour fonction de soutenir les comportements de recherche de la dominance chez les hommes de manière culturellement sensible. Il est prouvé qu'une série de comportements que l'on pourrait qualifier de comportements de recherche de la dominance augmente considérablement autour de l'adolescence. Lorsque l'on observe une poussée de testostérone atteigne un pic autour de l'âge de 25 à 30 ans et diminue relativement lentement jusqu'à un âge avancé, ce qui suggère un rôle dans les comportements d'accouplement. Toutefois, si la testostérone soutient les comportements de domination afin de s'assurer des ressources et des possibilités d'accouplement, elle ne devrait pas diminuer chez les hommes à cet âge s'ils n'ont pas encore trouvé de partenaire. Cette hypothèse est confirmée par les données disponibles qui suggèrent que les hommes non mariés ne diminuent pas leur comportement de domination à l'âge mûr. Bien que le statut marital soit un indicateur grossier d'une motivation innée à rechercher des partenaires, la théorie selon laquelle la testostérone fluctue pour soutenir de tels comportements de domination dans un contexte d'accouplement a été adaptée avec succès, fournissant des preuves à l'appui dans toutes les cultures, en considérant la variation des systèmes d'accouplement. En outre, il ne serait pas logique que la testostérone favorise simplement les comportements agressifs dans les contextes de recherche de dominance en général, car cela conduirait certains hommes à ne jamais réussir à dominer et à obtenir des ressources et des partenaires. Les stratégies adaptatives doivent être flexibles afin d'être adaptatives individuellement. Le fait que les hommes soient capables de dominer de différentes manières favorise leur propre capacité d'adaptation. Les hommes ancestraux qui ne pouvaient pas s'adapter à leur environnement avaient moins de chances de transmettre leurs gènes et d'augmenter leur fitness. Hainsworth et Maynard, en 2012, ont démontré que les hommes ne recourent généralement à des moyens agressifs pour parvenir à leur domination que lorsqu'ils sont incapables de dominer par d'autres moyens. Des preuves comparatives soutiennent la suggestion que la testostérone ne favorise les comportements agressifs que lorsque le statut est menacé. Par exemple, les babouins ne recourent à l'agression qu'en cas d'instabilité dans la hiérarchie sociale. Il est donc essentiel, lorsque l'on examine la fonction de la testostérone et son effet sur le comportement humain, d'intégrer cette notion de fluctuation de manière appropriée dans le contexte pertinent. Les opinions négatives sur la testostérone créent un effet placebo négatif dans l'ensemble. Les preuves discutées suggèrent que la confusion entre agression et testostérone
n'est rien de plus qu'un stéréotype mal informé, et que l'intégration d'une perspective ultime permet une compréhension plus claire et plus nuancée du rôle et de la fonction de la testostérone chez l'homme. Les preuves de l'effet placebo de la testostérone viennent étayer ce point de vue. Eisenegger et al. En 2010 ont montré une augmentation de la prosocialité chez les personnes ayant reçu un supplément de testostérone par rapport à celles ayant un placebo. Cependant, ils ont également démontré l'existence d'un effet de fausse croyance. En effet, les participants qui pensaient avoir reçu un supplément de testostérone, mais qui avaient en fait reçu le placebo, ont manifesté davantage de comportements négatifs stéréotypés associés à la testostérone. Plus précisément, les participants qui ont reçu un placebo, mais qui croyaient avoir reçu un supplément de testostérone, étaient significativement moins prosociaux que les autres participants du groupe placebo, qui étaient également significativement moins prosociaux que ceux qui avaient reçu le supplément de testostérone. Cela suggère que les participants croyaient que la testostérone provoque un comportement antisocial. Ils croyaient au stéréotype de l'homme, modèle de souris. Bien que cela constitue une preuve convaincante de la nature dynamique et sensible au contexte du rôle de la testostérone, en accord avec les preuves discutées jusqu'à présent, il faut reconnaître que la recherche d'Eisenegger a utilisé un échantillon exclusivement féminin. À certains égards, cela permet de mieux comprendre le rôle et la fonction de la testostérone. Les femmes ayant des niveaux de testostérone beaucoup plus faibles que les hommes, nous pourrions donc voir plus clairement l'effet du supplément. Cela suggère également qu'il existe un stéréotype négatif de la testostérone, peut-être lié à une vision négative de la masculinité et des hommes. Il serait intéressant de reproduire cette recherche en utilisant des participants masculins. Le prochain chapitre critique des études de l'influence biologique sur les différences entre les sexes. La principale faiblesse de l'explication de la nature est que les preuves expérimentales de l'influence des androgènes prénataux chez l'homme sont impossibles en raison des considérations éthiques liées à la manipulation délibérée de l'exposition hormonale du fœtus humain. L'explication de la nature repose donc sur des preuves issues d'expériences naturelles, comme la comparaison de cas de CAH avec des frères et sœurs non atteints. Étude menée par Heinz en 2005. La validité des marqueurs phénotypiques de l'exposition prénatale aux androgènes, tels que le rapport de longueur des doigts, a été critiquée pour des raisons méthodologiques et théoriques. Par exemple, Manning et Fink en 2018. Par exemple, les études qui ne trouvent pas de corrélation avec la testostérone prénatale sont moins susceptibles d'être soumises pour publication, ce qui fausse la littérature. Mais nous ne connaissons pas l'ampleur d'un tel effet, ou si, en fait, l'effet est plus susceptible d'aller dans l'autre sens. En ce qui concerne le CAH et le CAIS, il y a le problème inhérent à la recherche sur des conditions rares que la taille de l'échantillon est inévitablement petite. On reproche souvent aux approches évolutionnistes de l'étude de la psychologie d'être des histoires réductrices du développement de l'évolution humaine qui génèrent des hypothèses difficiles à vérifier. Cependant, il est important de noter que les approches évolutionnistes précèdent des domaines plus proches tels que les preuves biologiques. Si on applique une perspective évolutionniste, par exemple, aux différences entre les sexes en matière d'hormones et à leurs fluctuations, et aux différences entre les sexes en ce qui concerne la structure et la réactivité du cerveau, fournit un contexte permettant de comprendre ces différentes fonctions qui peuvent aider à générer des hypothèses vérifiables sur le comportement humain. Bien que l'environnement de l'adaptation évolutive puisse faire l'objet de débats et de spéculations, nous disposons de preuves claires que certains comportements sont liés aux différences biologiques entre les sexes. Par conséquent, les approches évolutionnistes visant à comprendre la psychologie et le comportement doivent certainement avoir du mérite. Une autre critique est qu'il est facile de mesurer les différences entre les sexes sur de nombreuses variables et qu'il faut donc se méfier des erreurs de type 1. Résultat faussement positif.
Toutefois, cette critique est faible, car de nombreuses différences entre les sexes peuvent être reproduites, et il ne serait pas judicieux de rejeter des résultats ayant une pertinence clinique ou théorique. Cependant, il est bien sûr plausible que les chercheurs soient influencés par leur propre idée préconçue sur les stéréotypes de genre au point d'avoir un impact sur la façon dont ils interprètent leurs résultats. Cette critique s'applique aux chercheurs, qu'ils semblent se concentrer sur les différences entre les sexes, biais alpha, ou sur les similitudes entre les sexes, biais bêta. Par exemple, les travaux de Janet Hyde en 2005 ont été très influents dans le domaine des sciences sociales. Son hypothèse des similitudes entre les sexes, selon laquelle il y a plus de similitudes entre les hommes et les femmes que de différences, est devenue une évidence. Toutefois, l'hypothèse de Hyde repose sur l'idée fausse que, puisqu'il y a plus de similitudes, les différences éventuelles sont sans importance. Selon cette logique, nous pourrions dire que puisque les souris et les humains partagent 95% de leurs gènes, les différences entre les souris et les humains sont sans importance. Les lecteurs du présent chapitre pourraient arriver à la conclusion que certaines des différences entre les hommes et les femmes ne sont pas seulement d'importance statistique, mais ont une signification clinique et une profonde signification humaine. Hyde a fondé son hypothèse sur une méta-analyse en 2005, qui a le défaut de ne pas inclure les recherches sur de nombreuses variables qui montrent une différence entre les sexes, comme celle énumérée dans Ellis en 2018. Et la préférence pour les jouets, un comportement qui montre une grande différence entre les sexes, et que des dizaines d'études s'étendent sur plusieurs décennies ont été reproduites par Todd et al. En 2017. Les raisons de Hyde pour ces omissions ne sont pas claires, mais l'effet de ces omissions est de renforcer son argument selon lequel les différences entre les sexes sont causées par le contexte plutôt que par la biologie. Il existe des preuves irréfutables que les différences entre les sexes en matière de cognition et de comportement sont observées dans le monde entier. Thèse faite par Ellis en 2018. Et le fait qu'elles soient présentes dans le monde entier, dans de nombreux cas, correspondent à nos notions de genre. Par exemple, les hommes sont plus compétitifs, intéressés par le sport, orientés vers le travail et intrépides, suggère que la masculinité est dans une certaine mesure innée. Lorsqu'il s'agit de différences entre les sexes et les genres, la causalité est complexe et implique inévitablement une certaine influence de l'éducation, c'est-à-dire les parents, la culture, etc. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, nous ne devons pas laisser la complexité de cette réalité nous amener à simplifier à l'extrême notre approche de ces questions, ni à la compliquer à l'excès. En tout temps, une bonne méthodologie, une interprétation impartiale et une ouverture au débat sont essentielles. Le prochain chapitre. Que la force du genre soit avec vous. Identité, identification et biais de genre. Description d'une nouvelle méthode expérimentale et de nouveaux résultats. En 1890, l'un des fondateurs de la psychologie expérimentale, William James, a parlé du moi multiple, ce qui signifie le moi contient plusieurs identités. En termes simples, une identité est une réponse à la question « Qui suis-je » Nous avons tous de nombreuses façons de répondre à cette question à des moments et dans des contextes différents. L'identité est un sujet peu étudié, principalement parce qu'il est difficile d'y accéder et difficile à mesurer en termes quantifiables. Mais en même temps, l'identité est au cœur même de la psychologie, étant littéralement l'étude de la psyché ou de l'esprit. Pour une définition plus formelle de l'identité, Stryker, en 1980, fait référence à une désignation positionnelle internalisée pour chacun des rôles que l'on joue dans la société. Quelqu'un est un étudiant et non joue le rôle d'un étudiant. Plus récemment, Burke et Stetz, en 2009, suggèrent qu'une identité peut être liée à un rôle dans la société, comme le décrit Stryker, à l'appartenance à un groupe
comme le présente la théorie de l'identité sociale, ou a des caractéristiques d'identification particulières. Burke et Stetz notent également que cette troisième catégorie d'identité, fondée sur des caractéristiques particulières, est un domaine particulièrement peu étudié. La théorie de l'identité est un terme générique qui englobe une série de théories spécifiques qui cherchent à expliquer les mécanismes des identités, la manière dont les identités sont liées les unes aux autres, et comment elles influencent le comportement, les pensées et les émotions, ainsi que leur impact social plus large. L'accomplissement réussi d'un sentiment d'identité génère de l'estime de soi, alors qu'un manque d'estime de soi rend vulnérable à des problèmes de santé mentale tels que la dépression, une incapacité à répondre de manière satisfaisante à la question « Qui suis-je ?», et donc un échec dans la construction de soi ou de son futur possible. Cependant, comme la théorie de l'identité est constituée d'idées développées dans différentes disciplines, elle ne produit pas un modèle unifié cohérent. En outre, comme les différentes disciplines utilisent les mêmes termes pour désigner des choses différentes, il y a également un manque de cohérence terminologique. La théorie de l'identité reconnaît que les identités changent, mais généralement au fil du temps, de façon graduelle et évolutive. Cela correspond à notre expérience quotidienne. Il est peu probable qu'une personne dise qu'elle est différente d'il y a une semaine, mais plus probable qu'elle perçoive un changement sur une décennie ou plus. La théorie de l'identité reconnaît généralement le genre comme un aspect essentiel de l'identité pour la plupart des êtres humains. Il est admis que l'identité de genre se forme généralement très tôt et reste en place toute la vie, alors que d'autres identités, telles que l'identité de rôle professionnel, peuvent dépendre des ressources physiques et ou de la position sociale. L'identité de genre est en général beaucoup moins dépendante du contexte. Le prochain chapitre. Approche expérimentale de l'identité. La psychologie n'est pas la seule discipline à s'intéresser à l'identité, mais contrairement aux autres disciplines, elle a cherché à appliquer la méthode expérimentale. L'un des volets de cette démarche a été une série d'expériences qui ont abouti au SIT par Tachfel en 1970. En assignant des participants à des groupes aléatoires et en leur demandant d'attribuer des points à d'autres participants, on a constaté que les gens manifestaient un biais en faveur de leur propre groupe par rapport à un autre groupe, ce qui implique que l'identité de groupe se forme très facilement et que les conflits de groupe sont inévitables. Il existe désormais un grand nombre de recherches sur le SIT et, bien que les conclusions que l'on peut en tirer fassent encore l'objet de nombreux débats, il s'agit peut-être de la façon la plus établie d'appliquer la méthode expérimentale à la recherche de l'identité fondée sur l'appartenance à un groupe. Cependant, le genre n'est pas seulement une identité de groupe. Un individu, coupé des autres, conserverait néanmoins un certain sens de son genre. Le genre peut également être considéré comme une caractéristique incarnée et personnelle. Pourtant, jusqu'à présent, peu de tentatives ont été faites pour explorer expérimentalement l'identité de genre de cette manière holistique. Ce chapitre décrit une nouvelle approche développée par l'auteur pour aborder cette question en utilisant l'identification comme un proxy de l'identité. Plutôt que de tester le degré d'auto-identification d'une personne, cette méthode teste le degré d'identification d'une personne à un personnage fictif dans un jeu ou une histoire. Cette méthode se prête à la méthode expérimentale car un stimulus contrôlé consistant en un personnage fictif peut être présenté de manière précise et cohérente. Cela permet ensuite aux participants de rendre compte de la force de leur identification au personnage de manière concise et hautement mesurable. Cette méthodologie, basée sur l'identification à des personnages fictifs, dans un jeu ou une histoire, peut donc contribuer à étendre les résultats, la valeur et la portée de la théorie de l'identité en donnant un aperçu sur des mécanismes par lesquels les identités se connectent ou se détachent. La méthodologie offre la possibilité de mesurer la divergence et la frontière entre les mécanismes possibles d'identification et de désidentification. Premièrement, une possibilité
est que l'identification à un personnage qui partage une ou plusieurs identités avec le joueur active globalement ces identités partagées, générant un sentiment de connexion et d'estime de soi. Dans ce premier modèle, un personnage activant les identités partagées générerait une identification plus forte qu'un autre qui ne le fait pas. Une deuxième possibilité est que, bien qu'il y ait des identités partagées, le personnage est interprété comme une identité distincte avec son propre ensemble de sous-identités. Dans ce deuxième modèle, les identités partagées seraient beaucoup moins susceptibles de conduire à une identification. Ce chapitre décrit une expérience utilisant cette nouvelle méthodologie pour examiner l'identité de genre et pour explorer les différences potentielles entre les sexes dans la façon dont les joueurs/lecteurs s'identifient au personnage d'un genre particulier, à la fois en tant que tel et en tant que substitut de leur propre identité. Chapitre suivant. Brève revue de la littérature sur l'identification en sciences et en sciences humaines. Pour les besoins de cette étude, la définition du dictionnaire Oxford de l'identification est la suivante. Un sentiment d'identité d'une personne avec quelqu'un ou quelque chose. Dans le domaine de la sociologie, le concept d'identification a été utilisé pour faire référence à l'identification à un groupe. Dans le domaine de la théorie psychanalytique, Freud parle d'identification à une personne ou un objet réel. Aucun de ces théoriciens ne traite cependant de l'identification à des personnages fictifs dans des histoires, même si la fiction est une partie importante de la vie et de la culture humaine. Dans le domaine des sciences humaines, Igartua, en 2010, a constaté qu'une forte identification au personnage de film est associée au plaisir, à l'élaboration cognitive, à l'impact dramatique et au changement d'attitude. L'identification est également un thème central des études littéraires et cinématographiques. Otley en 1994 et MacLeod en 1993, écrivant sur les personnages de bande dessinée, suggèrent que les personnages iconiques superficiels attirent les lecteurs. Cohen, en 2001, évoque le manque de tests empiriques ou de conceptualisation dans ces domaines. À un niveau appliqué, une meilleure compréhension de ce sujet serait utile pour informer la science, les médias et les arts sur la meilleure façon de communiquer et de se connecter avec les autres êtres humains. Depuis le début du millénaire, une nouvelle discipline universitaire appelée Game Studies a vu le jour, qui peut se traduire par études sur les jeux. L'étude sur les jeux s'appuie à la fois sur les sciences humaines et sociales et implique l'étude des jeux en tant que texte, des jeux en tant qu'activité et de la culture des joueurs. Cette discipline relativement nouvelle se concentre inévitablement sur les jeux informatiques mais ne s'y limite pas. Dans le cadre des études sur les jeux, Klimt, en 2009, affirme que l'identification à un personnage se produit lorsque le joueur perçoit certains des attributs du personnage comme faisant partie de lui-même. Ces auteurs affirment également que la perception de soi dans la vie quotidienne peut être modifiée par ce processus d'identification fictive. Une recherche empirique de suivi menée par Blake en 2012 apporte un certain soutien à cette théorie, bien qu'en raison de certains défauts de conception, d'autres explications de ces résultats soient possibles. Shawn, en 2011, a interrogé des joueurs de manière qualitative et a constaté qu'un plus grand contrôle sur les actions d'un personnage augmente l'identification. Il existe un ensemble raisonnable de recherches dans les études sur l'identification avec un avatar, y compris Martin en 2005 et Bessières en 2007 et bien d'autres. Cromand en 2007 propose un modèle d'axe pour catégoriser la conception des avatars impliquant des archétypes. Cependant, le jeu d'un avatar diffère du jeu d'un personnage au sens littéraire du terme. Un personnage est un objet numérique manipulé par le joueur comme une pièce d'échecs plutôt qu'un personnage. Une personne traitée comme ayant sa propre agence et un esprit interne. En résumé, l'identification à des personnages fictifs est un sujet qui n'a pas fait l'objet de suffisamment de recherches en psychologie et en sociologie,
et qui manque d'investigations empiriques solides dans le domaine des études littéraires, médiatiques et cinématographiques. Les études sur les jeux se sont concentrées sur l'exploration du jeu Avatar et n'ont pas étudié l'identification à un personnage actif au sens littéraire du terme. On peut donc dire que l'étude décrite ici comble toutes ces lacunes dans la littérature en utilisant une méthodologie expérimentale ancrée dans la tradition de la psychologie sociale qui utilise la technologie pour mesurer précisément l'identification à des personnages fictifs. Chapitre suivant. De l'hégémonie à la réactivité masculine. Le pouvoir transformateur du rôle de pourvoyeur. La signification pratique du rôle du pourvoyeur des hommes. Un coup d'œil aux dépenses de consommation suggère que le rôle de fournisseur est bien vivant. Il est prouvé que les femmes sont responsables de 83% de tous les achats de consommation, dépenses de santé, choix du compte bancaire, ameublement de la maison. Le pouvoir de décision leur appartient, suivant une étude par l'État en 2003. En 2008, les femmes contrôlaient 60% de toute la richesse des États-Unis, d'après une étude de Junelius en 2010. Au niveau de l'État au sens large, au Royaume-Uni, les hommes fournissent plus de 71% de l'impôt sur le revenu qui finance le système de prestations, d'après une étude du HMRC en 2016. Puisque le système d'allocation est en grande partie conçu pour protéger et soutenir les femmes et les enfants, cela suggère que le rôle de fournisseur fonctionne également de manière indirecte. Les recherches révèlent que les femmes ont une influence significative sur la dépense de l'argent gagné par les hommes. Jeanne Paul, en 1995, a montré qu'en dépit du fait que les femmes gagnent nettement moins que les hommes, 42% d'entre elles sont globalement responsables de l'argent, contre 35% des hommes. Elle a également montré que, bien que les hommes gagnent plus d'argent que les femmes, 93% d'entre eux considèrent que ce revenu appartient au couple ou à la famille, alors que 7% seulement considèrent qu'il leur appartient. Leurs recherches menées sur les dépenses des ménages montrent aujourd'hui que les femmes jouent le rôle alpha lorsqu'elles décident de la façon dont l'argent est dépensé, suivant une étude du Wood en 2012. Il semblerait que les hommes produisent des ressources pour les femmes. En outre, tout au long de l'histoire, ils ont assumé les travaux physiques les moins agréables, les plus dangereux et les plus durs, prenant parfois même la place de bêtes de somme, d'après une étude de Van Creveld en 2013. En explorant le comportement social et psychologique des hommes, ainsi que le rôle de la biologie dans ce domaine, l'objectif ici est de trouver pourquoi il en a été ainsi. Le stimulus social du rôle de pourvoyeur. Tout d'abord, il semble que le fait d'avoir un partenaire incite les hommes à exercer une activité productive, ce qui est particulièrement important pour les femmes qui ont un travail subalterne ou mal rémunéré. Geoff Dench explique que ce sont les hommes les plus susceptibles d'avoir besoin d'un rôle familial pour les motiver, car leur travail n'est pas gratifiant en soi. Savoir qu'il y a des gens dont le bien-être dépend d'eux peut donner de la dignité et rendre supportable le travail le plus ennuyeux ou le plus désagréable. Il étudie l'impact du simple fait d'avoir un partenaire sur des hommes de différents âges et de différents niveaux de qualification. Il constate qu'à tous les niveaux de qualification et dans tous les groupes d'âge, le fait d'avoir un partenaire a un impact positif sur la probabilité d'avoir un emploi. Parmi les personnes les moins qualifiées, l'impact de la présence d'un partenaire sur l'emploi est le plus important de tous, d'après une étude de Dench en 2017. Nous pouvons comprendre pourquoi il en est ainsi en examinant l'étude de Ryan et Deci sur la motivation intrinsèque. Une grande partie du travail qui doit être effectué n'est pas intéressante, créative ou engageante. Une pression externe est donc nécessaire pour effectuer le travail. En revanche, les tâches ennuyeuses, répétitives ou monotones seront exécutées plus efficacement si la motivation est internalisée. Lorsque la personne agit de manière autonome, de son plein gré, une telle motivation est plus susceptible d'apparaître lorsque le travail est valorisé et reconnu par des personnes importantes. Tay explique. Étant donné que les comportements motivés par des facteurs extrinsèques ne sont généralement pas intéressants,
la principale raison pour laquelle les gens réalisent initialement de telles actions est que ces comportements sont modélisés ou valorisés par des personnes importantes auxquelles ils se sentent ou veulent se sentir attachés ou liés. Cela suggère que la relation, le besoin de sentir, l'appartenance et la connexion avec les autres est d'une importance centrale pour l'internalisation, d'après une étude de Ryan et Deci en 2000. L'idée que les hommes puissent s'efforcer de renforcer les attachements, de construire des relations et d'accroître l'appartenance aux autres est conceptuellement nouvelle. D'autres recherches montrent que le mariage, en particulier le mariage, avec la mère ou l'enfant, augmente la prime salariale masculine, ce qui suggère que le mariage et la reproduction ont un impact supplémentaire sur la motivation des hommes, d'après une étude de Lerman et Wilcox en 2014. Une étude portant sur un échantillon d'hommes représentatif au niveau national et basée aux États-Unis, qui a examiné l'impact du mariage et de la paternité sur la prime salariale, a révélé que parmi les hommes sans enfants, les hommes mariés gagnaient en moyenne 7,3% de plus que les hommes célibataires, tandis que les hommes vivant en concubinage gagnaient 5,4% de plus. Les salaires des hommes divorcés ne semblent pas différer de manière significative de ceux des hommes célibataires sans enfants, d'après une étude de Key, Lewald et Korf en 2013. La paternité ajoute cette prime au mariage. Les pères mariés de 2 enfants ou plus avaient en moyenne un salaire supérieur de 4,8% à celui des hommes mariés sans enfants, mais uniquement s'ils étaient mariés à la mère de l'enfant. Cette prime salariale ne s'appliquait pas aux beaux-pères, ni aux pères qui vivaient avec la mère de leur enfant, mais n'étaient pas mariés avec. Cette combinaison de mariage et de paternité biologique maximise la prime salariale, et ce, indépendamment de la race, de l'origine ethnique ou du niveau d'éducation. Kilward suggère que l'engagement clair des pères mariés envers leur famille, en tant que mari et père, ainsi que leur rôle perçu de pourvoyeur, peuvent avoir contribué à leur salaire plus élevé, d'après une étude de Kilward en 2013. Bien, j'espère que vous avez apprécié notre échange de ce jour. Je vous donne le au revoir, en espérant échanger avec vous de nouveau.